trucs-là des PlayStation. Je suis pas ton fils, moi. Je suis pas avec moi. Bonsoir à tous, bienvenue dans Transversal, le magazine de reportage de la rédaction d'RMC Sport. Après le film en 3 parties sur la vie, la carrière de Marcelo Bielsa, on vous propose un autre triptyque autour des aventures européennes de l'Olympique de Marseille. À quelques jours du retour de l'OM en Ligue des Champions, nous allons remonter le temps des premiers pas en Coupe d'Europe dans les années 60 jusqu'à la finale de l'Europa League 2018. L'OM s'est construit une belle histoire qu'on va prendre le temps de revisiter. Dans le premier épisode à suivre dans un instant, on commence dans les années 60. L'OM fait son premier voyage dans la Vintage Coupe des Villes de Foire. Quelques années plus tard, pour la première en Coupe des Champions, Marseille va croiser l'Ajax de Johan Cruyff et il faudra attendre le milieu des années 80 pour changer de dimension. L'arrivée de Bernard Tapie change le destin du club. Une demi-finale de Coupe des Coupes en 88, encore contre l'Ajax, avant que l'OM ne devienne ambitieux et prétendant à la victoire finale. La main de Vata, le Milan de Sacchi 91 et la panne des projecteurs, la finale de Bari, tout cela est bien rangé dans la légende du club. OM folie européenne, premier épisode, un film de Nathan Franchi. Extraverti, qui en fait toujours trop, qui aime se mettre en scène, qui est dans l'exubérance, qui aime faire la fête, qui aime être dehors. Il faut vraiment y être dedans, le vivre, pour se rendre compte de ce que ça représente. Parler fort, l'amour complet de ce qu'on fait, voilà. C'est tout ou rien. On veut être les plus grands, on veut être les plus ensoleillés, on veut être les plus beaux. Marseille, c'est toujours un défi. C'est toujours contre quelque chose, Marseille. Les mondes populaires se sont humiliés par la situation qui leur est faite. Le contrepoint de l'humiliation et du ressentiment, c'est l'affirmation viriliste d'une certaine fierté. Les gens n'ont rien, mais leur famille, c'est l'OM. Et donc, il y a un théâtre de la virilité qui passe par l'affirmation de l'opposition à Paris, l'opposition à l'État, aux institutions, etc. Si les Marseillais t'aiment, c'est pour la vie. Par contre, s'ils t'aiment pas, de mort. Si tu perds, tu ne sors pas de la semaine, tu le sais. On ne peut pas jouer à Marseille si on n'est pas un joueur de caractère. Si tu n'es pas couillu, tu ne peux pas jouer à l'OM. Marseille, c'est spécial. Le plus beau stade et les meilleurs supporters d'Europe. Une telle ambiance qu'on ne fait plus qu'un. Le Vélodrome est très exigeant. Je ne vous dis pas ce qu'il vous donne. Dans ce stade, j'ai l'impression que tout bougeait en fait. J'ai senti que c'était un tremblement de terre. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Quand tu étais bien, il te pousse des ailes, quoi. Je cours plus, je marche plus, je vole. Quand ils sont derrière et qu'ils sont capables de nous faire vivre ça, des fois, il faut admettre de se faire siffler. Si jamais il y en a un qui est un peu bancal, comme ça, le public marseillais et les Marseillais en général, ils lui font rappeler que, dis-moi, papa, au travail. Il faut être costaud pour pas sombrer. Jouer à Marseille, ça laisse pas indifférent. C'est nulle part comme ailleurs. C'est comme le bébé, on est attaché. L'OM, il est attaché à la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est la famille. On va se mettre avec le raclé, ça rappellera de beaux souvenirs. Pourtant, il y a eu des campagnes terribles, des 0 pointés, un poule en Ligue des Champions. Ah ouais, la honte. Oh, tu salis l'image du club. Je pars du principe que cette compétition-là, elle ne se donne pas au premier venu, voilà. C'est un mariage passionnel et quand ils sont pas ensemble, ils se cherchent. Et puis à des moments, paf, ça colle. Ouais, l'amour fou passionnel, ça va bien à la relation qu'il y a avec la coupe et la particularité de cette ville. Marseille a réussi à créer quelque chose de magique avec la Coupe d'Europe. Ça te prend aux tripes et t'as pas envie que ça cesse.
les coupes, et les victoires en coupe et les finales de coupe, pour moi, ça fait partie de l'ADN du club. Ça fait partie de la raison de vivre de ce club-là et de la raison de vivre des supporters. La Coupe d'Europe, c'est une communion public-équipe. Et là, à Marseille, il y a quelque chose en plus. On ne peut pas dire non à une finale de Coupe d'Europe ici à Marseille avec ce club-là, c'est pas possible. On est toujours en défi et donc l'Europe, c'est notre défi. L'histoire, tu la tournes dans tous les sens que tu veux. Quand tu as fait autant de finales de Coupe d'Europe, c'est qu'il y a un truc particulier. Dans ce club-là, dans les joueurs qui composent ce club-là et dans l'environnement du club, c'est-à-dire les supporters, quoi. L'Olympique de Marseille est un club planétaire, c'est un club qui a des supporters partout dans le monde. Et c'est un club, c'est le seul club en France à avoir gagné la Ligue des Champions. On le répète souvent, à jamais les premiers, c'est pas pour rien. Et c'est un club où il y a la passion. L'Olympique de Marseille dispose non seulement de l'un des meilleurs publics de France, mais aussi de l'un des plus beaux stades de France, le stade Vélodrome, où nous sommes actuellement. En 1955, il y a la création de la grande Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe des clubs champions, qui réunit les champions de tous les pays. Et ça se fait à l'instigation de journalistes de l'équipe, Jacques Ferrand, Gabriel Hanaud, etc. Donc, on a créé cette Coupe d'Europe. Ça rend un peu jaloux Stanley Rousse, qui sera le futur président de la FIFA, qui s'empresse de créer cette Coupe d'Europe des villes de foire qui n'est ni faite ni à faire. Ça se joue sur invitation, il suffit d'avoir une foire internationale. Alors ce premier match, bon, il a lieu au Vélodrome, il y a 857 spectateurs payants. C'est parce qu'effectivement, la Coupe des villes de foire, bon, personne ne connaît vraiment. C'est un match qui se joue normalement, est un peu fermé. L'OM gagne 1-0 sur un but d'Étienne Sansonetti, qui est un buteur formé à Marseille. Après le 0-2 de l'aller, l'OM arrive à gagner 2-0. Donc prolongation qui ne donne rien. Et à l'époque, on n'a pas encore inventé le système des tirs au but. Donc on tire au sort. Et là, pas de chance. Djorkaeff choisit le mauvais côté. C'est sûr que c'est une élimination assez dure à avaler. À l'époque, les Marseillais marchaient sur l'eau, quoi. On venait 4 mois avant d'être champion de France. C'est un titre que les supporters marseillais attendaient depuis 23 ans. Pour ce premier tour, la tâche est assez difficile car les Polonais de Gornik, de Zabrze, ont une équipe très solide. L'OM élimine au premier tour Gornik Zabrze, qui déjà n'est pas rien, parce que c'était un club polonais qui marchait bien dans les Coupes d'Europe. Pendant une demi-heure, les Marseillais ont dominé. Et donc cette équipe olympienne, elle est extrêmement compétitive, elle a des ambitions. Alors à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas les têtes de série, donc il n'y a pas d'équipe protégée, etc. Et donc au deuxième tour, malheureusement, l'adversaire, c'est l'Ajax Amsterdam.
C'était l'Ajax qui, cette année-là, avait été encore champion d'Europe. C'était une équipe monstrueuse. C'était un peu le Barça de maintenant, le Bayern. Je me souviens, le jour de OM Ajax, on avait fait un match entre journalistes le matin, puis on est allé manger au Chevalier Rose à côté du stade Vélodrome. Et à midi, il y avait des milliers de gens assis sur le bitume devant le stade qui attendaient l'ouverture des portes qui intervenaient à 18h ou 19h. Hein. Ils étaient là assis pour être sûrs de rentrer les premiers. Ils sont débordés au stade ce soir-là. Et on annonce, je crois, 48 000 et quelques spectateurs, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Il y a des bousculades, il y a beaucoup de gens qui rentrent sans payer. Il y a tellement de gens qui veulent assister à ce match qu'on ne sait pas exactement combien il y avait de spectateurs au Vélodrome. Mais il y en avait beaucoup. Tous les amateurs de football attendaient avec impatience cette rencontre entre le tenant de la Coupe d'Europe, Ajax d'Amsterdam, et Marseille, le champion de France. Et moi, j'étais à cette époque-là stagiaire au club et j'avais vu arriver cette armada-là. On regardait ça en disant mais c'est quoi? On découvre un échauffement un peu particulier. En fait, il y a les joueurs de l'Ajax, de Ridus Mitchell, qui font des transversales d'un côté à l'autre, qui sont extrêmement précises. Et chaque fois que le joueur réceptionne la transversale, il fait un contrôle et il fait un démarrage explosif. Ils ouvraient le pied, ils arrêtaient le ballon du plat du pied comme ça, tchac, et le ballon restait collé, quoi. Et donc tout l'échauffement se passe comme ça. Donc les gens sont déjà éblouis par ce qu'ils voient, on n'avait jamais vu ça. Les champions de France, vous les voyez en maillot blanc, culotte blanche, bas foncé. Et là, on arrivait avec quelque chose qui était une sorte de rouleau compresseur, mais technique, avec effectivement ce qu'appellera Stéphane Kovacs plus tard le football total, avec des joueurs qui, où qu'ils soient sur le terrain, ont la technique, la vitesse, la puissance. Il ne faut pas oublier que c'était des athlètes, tous ces joueurs, les Hahn, Muren, Niskens, etc. Mais c'était aussi de grands footballeurs. Ils avaient une technique parfaite. Et puis ils apportaient quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on attaquait à 10, on défendait à 10. Les Marseillais ne vont pas se décourager. Regardez bien ce coup franc de Skoblar, de l'extérieur du pied, détourné par un défenseur, un tir de Kula, et Gilbert Gref a trompé le gardien Stuy, qui a été pris à contre. Moi, j'ai eu peur à l'intérieur du stade une fois quand il y a eu l'ouverture du score de l'OM. J'ai pensé que tout allait s'écrouler. Et je me rappelle, il y avait des barrières en fer, là, qui, sur les pour canaliser, puis bah, les barrières en fer, en l'air, il n'y avait pas la sécurité comme maintenant. C'est un but tout fou, d'ailleurs. Il y avait un coup franc sur le côté gauche. Jamais Josip Skoblar aurait dû tirer ce coup franc-là. Lui, c'était devant le but qu'il devait se trouver. Et moi, je suis dans les 6 mètres. D'habitude, je suis aux 16 mètres. Donc, tout est à l'envers, quoi. Je prends le gardien d'Ajax à contre-pied, quoi. Grande classe, quoi. C'est un enthousiasme extraordinaire, mais bon, on sentait bien dans le jeu quand même que Ajax était très fort. C'est inouï, c'est la première fois qu'en France on découvre ce football total. C'est dommage car menant 1-0 et avec la possibilité d'inscrire un deuxième but, je pense que les choses auraient pu changer. Ça changeait tout. Oui. Coup franc accordé aux Hollandais pour faute sur Cruyff. On a très vite vu que ce serait très dur pour l'OM. Ajax était supérieur. Et il y a eu un coup franc de Kaiser dans la lucarne, je me souviens, magnifique. Kaiser qui était le capitaine, un ailier gauche très technique, très bon. Le but de la victoire de l'Ajax, c'est tout Cruyff avec ses semelles de vent qui est tellement au-dessus. Cruyff se trouve sur la ligne médiane. Et notre dernier défenseur était 3 ou 4 mètres devant Cruyff. Et comme on dominait à ce moment-là, on dominait l'équipe d'Ajax, lui a envoyé une longue chic devant, et Cruyff est parti tout seul. Donc avant de dire que c'est une chevauchée fantastique, j'ai surtout souligné la naïveté de nos défenseurs. Il y a une photo magnifique où on voit Jules Vinca, le capitaine de l'OM, qui sur le côté essaie de faire un tacle désespéré et lui attend le tacle et il l'anticipe et après il survole tout ça. Ça a fait comme ça, là, qu'on aurait dit que Zucca était arrêté tellement Cruyff courait, quoi, je veux dire. Il faut savoir perdre quand on joue contre une équipe beaucoup plus forte que soi.
Ajax était venu un patron et s'était comporté un patron. Et je me suis dit, si c'est ça la Coupe d'Europe, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est officiel, Bernard Tapie est le nouveau président de l'Olympique de Marseille. Après plusieurs mois de discussions et avec le soutien de Gaston Deffer, la passation de pouvoir avec Jean Carieux a bien eu lieu à Paris. Homme d'affaires redoutable, Bernard Tapie arrive bien entouré, avec beaucoup d'ambition et un peu d'humour. On a pris contact et puis, voilà, d'une manière tout à fait normale et naturelle, on est tombé d'accord. Fidèle à ma technique, comme tous les gens qui ne savent pas faire grand-chose, ce qui est mon cas, j'ai conditionné mon arrivée qu'à la venue de Michel Hidalgo, parce que lui sait bien faire. Bernard Tapie voulait donner une dimension à ce club. Et ça, on l'a ressenti. Un enthousiasme démesuré, vraiment. Et tout le monde, en même temps, a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait. On se rend compte rapidement qu'en fait, rien n'est impossible avec ce type, quoi. Mais ça, à Marseille, on aime ça, quoi. Et un personnage comme Bernard Tapie nous a décomplexés aussi. Hein. Il a fait partie des gens qui ont décomplexé le football. Avec une certaine forme de rage, c'est vrai, il était arrivé véritablement à faire comprendre aux joueurs français qu'eux aussi, ils pouvaient gagner et qu'il les amènerait à la victoire. Voilà, Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui nous a dit qu'on était aussi bon que les autres, quoi, si ce n'est meilleur, quoi. Il a cette force, et moi j'aime assez les gens qui sont comme ça. C'est soyons réalistes, demandons l'impossible. Parce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, moi c'était clair, il essayait par tous les moyens de dire il faut gagner. Devant toi, il n'y avait pas d'adversaire, c'était vous les tuer, il faut gagner. Avec un homme comme ça, vous avez l'impression qu'il ne peut rien vous arriver, quoi. C'est un homme dans une vie, on n'en rencontre qu'un comme ça. J'étais capable d'être d'une exigence qu'en principe on n'a pas. Vous n'obtiendrez pas de résultat, quelle que soit la composition de votre équipe, si vous n'avez pas cette exigence. Comme c'est un vendeur de rêves extraordinaire, et que Marseille, on a besoin de rêves tout le temps, quoi. Donc ça colle de suite. C'est quelqu'un qui te réveille à mort, Tapie. Assure-toi qu'ils ont des cartes postales, c'est ça qu'il faut là. Des cartes postales, merde, je les ai fait pour ça. À l'époque, j'étais patron de téléfoot. Et je l'invite en plateau. C'est donc sa première année. On discute pendant 3/4 d'heure, le temps que tout le monde se mette en place. Et il me questionne sur des tas de choses concernant le football. Et je lui donne ma vision des choses, et des choses, je pense, aussi originales ou un peu décapantes, etc. On descend sur le plateau, on fait une interview d'1/4 d'heure. Les yeux dans les yeux, il a sorti tout ce que je lui avais expliqué, mais il s'est approprié le tout. Ça va à 10 000 à l'heure dans sa tête, c'est une éponge, mais aussi quelque part un chapardeur, parce que, bon, c'est de bonne guerre. Mais à partir de là, je me suis dit, alors, toi, mon coco, je vais faire attention quand même, quoi. Tu vois. Il a cette faculté à retourner systématiquement une partie de l'opinion publique. Oh putain, Tapie, qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne causez pas la tête. S'il a fait ça, Tapie, c'est qu'il a intrigué la question. Une partie seulement, hein. On n'est pas tous aveugles. Et on avait une confiance aveugle en Bernard Tapie. Bernard Tapie, il avait parfois des pratiques un peu, voilà. Les menaces existaient. C'est vrai qu'il n'hésitait pas à prendre son téléphone et appeler certains journalistes. C'était pas toujours... Non, c'était pas toujours facile, hein. Parce que Bernard Tapie, il était rancunier. Si tu te manquais avec lui, il s'en souvenait, quoi. Il y a des joueurs qui ont connu Bèze et Tapie qui disaient avec Claude Bèze, il suffisait de se serrer la main pour qu'il y ait un accord. Avec Tapie, il valait mieux quand même signer un écrit. C'est quelqu'un qui a pas d'état d'âme. Je crois que davantage que d'être aimé, ou respecté, il était plutôt craint. Je reste persuadé qu'il s'est pris au jeu, qu'il a aimé profondément ce club, mais
ça restait son vaisseau amiral pour la grande conquête de la mairie de Marseille. On le voyait une fois par an, encore maximum. Donc le contact, il n'existait pas réellement. Par contre, c'est vrai qu'il savait faire appel aux supporters quand il s'est agi pour lui de faire de la politique. Vous vous dites, ah, si un jour je suis au chômage, c'est plutôt vers Tapie que je vais aller parce que peut-être il va trouver une solution. Si la réponse est celle-là, je suis votre candidat. Bernard Tapie aime probablement Marseille. Bernard Tapie aime probablement l'Olympique de Marseille. Mais Bernard Tapie aime surtout Bernard Tapie. Il me dit, t'es d'accord pour repartir pour un an? Alors je suis comme ça et j'ai dit, ben, comme ça se passait bien, pourquoi pas, quoi. Il me dit, mais donc il faut que je sois champion de France puisque tu l'as été, tu es obligé de l'être. Et deuxièmement, moi je veux être champion d'Europe. Il faut la gagner. Si tu la gagnes pas, t'es viré. Le coup de pression, c'est lors de mon premier match. Il me met la main sur l'épaule. Je suis beaucoup plus grand que lui, donc il m'écrase. Il s'approche de mon oreille. Donc il me dit, ne crains rien, tu n'es rien. On s'en fout de toi. Si tu te rates, tu sors, on ne te verra plus. Hein. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Si par contre tu fais vibrer le stade et lever le stade, tu vas être admis par le peuple. Et je me rappelle très bien, je dis, ok, ok. Deux fois, il m'énervait à mourir. Hein. Le mec... Non, mais il était chiant, mais vraiment. Mais le mec, il te prenait individuellement 2-3 joueurs, il les insultait comme si il était dans la rue, il était à Montreuil ou à Bagnolet, quoi. Ah, attends. Le mec, c'était des internationaux, quoi. Vous n'avez qu'un seul pouvoir sur les sportifs. C'est si ils ont la pression, le sentiment, pour ne pas dire la certitude, que par votre intermédiaire, ils sont meilleurs que sans vous. Tout le reste, c'est du baratin. Il y a une première campagne européenne en Coupe des Coupes, une compétition qui n'existe plus, dans laquelle l'OM élimine quand même le finaliste de l'édition précédente, qui était à l'époque le Lokomotiv Leipzig. Effectivement, on se retrouve en demi-finale, et c'est vrai, c'est la première demi-finale de l'OM en Coupe d'Europe. On tombe contre l'Ajax, en Grande Europe. Ça rappelait le Marseille-Ajax de 71-72. C'était dans un contexte de folie à la Marseillaise. On connaissait le jeu de l'Ajax, hein, c'est un jeu où on joue sur toute la largeur, évidemment, en essayant d'utiliser le maximum les couloirs. C'est ce qui s'est passé. C'est de l'inexpérience et un peu de pression. Peut-être quelques joueurs qui n'étaient pas spécialement au niveau de cette compétition-là. L'arrière droit de l'OM s'appelait Pape Fall. C'était un joueur qui venait d'être recruté au cours de la CAN précédente, qui n'avait aucune expérience d'arrière. C'est un ailier qu'on avait reconverti arrière. Et l'Ajax avait 2 ailiers redoutables. C'est des fautes d'inexpérience, d'inattention. Et à ce niveau-là, ça se paye cash. On joue haut, on se fait prendre en contre, et puis... Bergkamp, il avait une technicité, une fluidité, une vision. C'est des joueurs qui ont quelque chose en plus. On prend ce 3e but, là, effectivement, là, on élimine toute possibilité d'aller en finale. C'est vrai qu'on perd 3-0 à domicile, c'est un non-match, on était éternisé par l'enjeu. Ils s'appelaient l'Ajax, ils avaient l'habitude de gagner. Ils avaient une envergure internationale qu'on n'avait pas. Eux ont joué une demi-finale de Coupe d'Europe. Nous, on a oublié un match aller. 2 ou 3, c'était pareil pour nous. Ça nous a fait grandir, je pense, ce match-là.
Oui, le match retour, on s'est dit quand même, on a pris 3-0 à la maison, on ne va pas quand même recommencer. Moi, je croyais même qu'on pouvait se qualifier. Lors de cette rencontre, Joseph-Antoine Bell, qui était notre capitaine, était blessé. Gérard Badine me dit, tu prends le brassard. J'ai dit, écoute, il faut que ça soit quelqu'un là qui a plongé à pleines dents dans le projet de l'OM avec Bernard Tapie. J'ai dit, il faut le donner à Jean-Pierre Papin. On en a discuté avec Alain à la causerie. Et il m'avait dit, moi, j'arrête dans quelques semaines. Le futur de l'OM, c'est toi. Donc, je voudrais que tu portes ce brassard ce soir. Et je l'avais porté ce soir-là, la première fois. Il y a une fierté? Une grande fierté. Quand Jean-Pierre est arrivé, il avait des qualités d'explosivité extraordinaires qui lui permettaient, dans les duels, de faire la différence. Le défaut de cette explosivité, c'était qu'il faisait toujours au même rythme, quoi. C'est-à-dire, quand il passait un joueur, il le faisait à 120%. Et quand il arrivait devant le gardien, il était toujours sur le même rythme. Donc, il y avait forcément beaucoup d'imprécisions. Il a eu la chance d'avoir un maître qui s'appelait Klaus Saloff. Klaus Saloff aurait pu être meilleur buteur du championnat. Mais il a donné un nombre incalculable de ballons de but à Jean-Pierre Papin. Et chaque fois qu'il donnait un ballon de but, Klaus Saloff lui disait « coupe ». Et là, d'un seul coup, Papin devenait une statue, quoi. Couper le rythme, et là, il ajustait. Et donc, c'est cette rencontre qui a fait que Jean-Pierre Papin s'est transformé. Ce match-là, il fallait qu'il soit à nous. Klaus Saloff, il avait un pied gauche extraordinaire. Et il y a eu le bon Dieu du football qui nous a dit vous méritez de gagner, voilà. Voilà, avec ce coup franc, vous allez pouvoir le faire. Ça ne consolait pas de l'élimination, mais au moins, on avait fait preuve de fierté pour les couleurs de l'OM. On est allé gagner quand même à Amsterdam. Dès lors, on s'est dit pourquoi pas. Ça concrétisait en fait la marche en avant. Ça, c'était la première étape. Le premier, vous savez, petite amuse-gueule, quoi. Quand on commence avant l'apéro à manger une olive et puis on a envie d'en manger une deuxième. Ça nous a donné le goût vraiment de la haute compétition. Et cette campagne européenne, là, elle a fait beaucoup de bien. La coupe en chocolat, c'est agréable de pouvoir y participer. La coupe des coupes, bon, c'est des pins. Nous, ce qu'il nous fallait, c'est les grandes oreilles. Ouais, la double confrontation en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions de la saison 89-90 est effectivement marquée par ce match retour avec la Menvata au stade de la Luz. Mais le match aller, il est incroyable. L'OM aurait pu gagner ce match par un 4 ou 5 à 0, je pense. C'est le dernier match européen au Vélodrome de la saison, quoi qu'il arrive ce soir. Quelle ambiance pour cette demi-finale allée de la Coupe d'Europe des clubs champions. Une ambiance des grands soirs comme savent le faire si bien les supporters marseillais. OM Benfica, c'est parti. Benfica, on ne les sent pas passer. On a l'impression qu'il n'y a que l'OM sur le terrain. Zigana, tête de Germain. Ouais, non! Enlevé sous son nez ce ballon. Malgré tout, ils réussissent à nous marquer un but foireux. Le corner à venir avec Valdo pour le frapper. Wadal est battu dans les airs. Lima pour l'ouverture du score.
été laxiste. Castaneda ne revient pas et le Vélodrome est glacé. Oui, il y a une erreur défensive, je suis impliqué sur le marquage, je regarde le ballon et je perds mon adversaire de vue. Sur ce coup-là, non, c'est pas Chris, c'est moi. Didier Deschamps. Didier Deschamps qui est au poteau et qui sort du poteau. Et le ballon lui passe à 30 cm. S'il reste au poteau, le ballon lui vient dessus et on ne prend pas le but. Même si on était mené au score, on avait toujours la possibilité de revenir et on savait qu'on allait revenir. Avec Chris Waddle pour le frapper, ce long ballon pour aller chercher la tête de Moser. Germain qui récupère, qui la glisse derrière avec Sauzé. La frappe de Sauzé et l'égalisation de l'OM à peine 6 minutes après l'ouverture du score de Benfica. Grâce à Sauzé, grâce aussi à Waddle au départ. Vraiment, vraiment belle réaction de la part de l'Olympique de Marseille. La frappe lourde de la transversale qui vient sauver le gardien Silvino, à moins que le gardien ait touché, détourné cette balle comme l'a signalé Chris Waddle. On va le revoir au ralenti avec une caméra opposée. La frappe puissante de Chris Waddle. Et effectivement, il la touche, il la détourne sur la barre transversale. On temporise Tigana avec Chris Waddle. Chris Waddle l'appelle des Papin, encore une fois la balle piquée. Silvino ne peut rien faire. JPP splendide, JPP magique, JPP qui donne l'avantage à l'Olympique de Marseille juste avant la mi-temps. J'ai souvenir à un moment donné sur le terrain de me dire mais on leur marchait dessus, on avait des occasions qui s'enchaînaient. Enzo Francescoli marchait sur l'eau ce soir-là. Coup franc de Waddle pour l'OM avec la tête de Germain qui remise. Francescoli, le contrôle impeccable, le dribble derrière. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait, l'Uruguayen, avec l'arrêt de Silvino, tout aussi magique, tout aussi extraordinaire. Cette action-là, en tout cas pour moi, elle résume tout le match, c'est-à-dire la qualité, le beau, le fait d'être au-dessus et le fait que ce soir-là, c'est pas on ne mettra pas les buts, quoi. Et vous savez que ce dribble-là, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 30 ans. Tout le monde à Marseille est capable de vous décrire ce dribble. Pour moi, c'est le plus beau joueur que j'ai vu en 50 ans à l'Olympique de Marseille. Francesco. En plus, c'était un joueur tellement délicieux que moi, je prenais un tel plaisir à jouer avec lui juste devant moi. À ses prises de balle, tout était parfait. Tu pouvais lui envoyer un ballon pourri, il le rendait bon. Germain avec Waddle, peut-être avec Germain encore sur le côté droit. Non, Chris Waddle qui surgit de centrer, extérieur du pied gauche. Francescoli, le contrôle, l'enchaînement de frappe. Il va pas y arriver, c'est pas possible. L'Uruguayen qui frappe au-dessus, qui n'en revient pas. On revoit au ralenti l'extérieur de la part de Chris Waddle, le contrôle de Francescoli, l'enchaînement de frappe et le ballon contré par José Veloso qui était revenu justement pour gêner l'Uruguayen. On a l'explication de cette occasion manquée. Francescoli qui peut marquer ce jour-là 3-4 buts avec des occasions, des ballons qui passent à côté. Encore Chris Waddle pour ce long ballon avec Papin, JPP qui récupère la balle, qui a levé la tête, qui va centrer immédiatement. Francescoli! Oh, l'occasion encore une fois! L'occasion d'Enzo Francescoli. On en était même à se taper la tête dans les murs. Francescoli, il manque l'immanquable. On avait l'impression que ça ne pouvait jamais rentrer. Et le gardien en face qui fait le match de sa vie. Le corner pour Chris Waddle pour l'Olympique de Marseille avec ce long ballon. Silvino qui dégage du point. Moros qui peut récupérer la frappe d'Amoros. Encore Silvino. Moser au premier poteau. Germain. Mais que se passe-t-il? Oh, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Il va falloir des ralentis pour vraiment comprendre ce qui s'est réellement passé. Le ballon n'est pas passé en tout cas très loin du but de Benfica. L'arrêt de Silvino. Ballon détourné. Germain qui laisse passer la balle. Il peut pas faire autrement. Moser. Ouh, Veloso. Nous, on ne sait pas à l'époque, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas la barre, on ne sait pas qu'elle a été déviée de manière illicite, mais pour nous, sur le terrain, c'est encore une grosse occasion qu'on ne met pas au fond et on ne comprend toujours pas pourquoi on n'a pas mis au fond, quoi. Avec un effet différent, il rentre et je veux dire, bon, on ne devait pas marquer plus de buts ce jour-là, quoi. On revient très vite au direct avec le corner de Waddle, la tête de Germain, c'est sauvé sur sa ligne, c'est sauvé sur la ligne. Francescoli fait le match de sa vie, il est fantastique.
Je me souviens d'un retourné ciseau. Nouveau coup franc pour l'OM avec Chris Waddle une nouvelle fois pour le frapper. Le ballon pour Germain à la tête. Le retourné acrobatique de Francescoli et l'arrêt de Silvinho. Oh, quel travail de la part du gardien de Benfica. Et décidément, c'est pas la soirée d'Enzo Francescoli. Il y a des fois, on se dit, putain, le mec, il tutoie l'excellence, mais il y a un truc qui va faire qu'il va s'en souvenir parce que ça rentrera jamais. L'OM qui pousse, allez, faut marquer avec Chris Waddle. Le long ballon, c'est bien fait pour aller chercher Jean-Pierre Papin. Papin avec la sortie de Silvinho. Il n'y a pas de faute, le ballon est dégagé. Francescoli qui met la pression sur Silvinho. On revoit au ralenti l'action. Non, Papin manque le ballon. Silvinho, lui, le touche pour sauver cette occasion marseillaise. C'est fini au Vélodrome avec la victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille face à Benfica. Et l'OM l'emporte 2-1, quoi. C'est vrai que c'est très injuste. On aurait dû gagner 6 ou 7 à 1. Donc quand on quitte le stade, c'est vraiment un sentiment mitigé. On a l'impression d'un gâchis. Le match retour, à la limite, il n'avait pas d'importance si on avait concrétisé les occasions qu'on a eues au stade Vélodrome. Ça montre que le foot, je veux dire, c'est vraiment pas écrit à l'avance, quoi. On se dit, on le rejoue 50 fois, on est 50 fois en finale, quoi. Moi, je me souviens de ce match-là comme d'un récital qui finit mal finalement. Dans la qualité de jeu, dans le nombre d'occasions, dans le plaisir qu'on avait pris, c'est pour moi le plus abouti. C'est ce match qui s'est perpétué, quoi. Je rencontre des gens aujourd'hui qui ont, je sais pas moi, qui ont 20 ans, 25 ans, qui me disent ce match de Benfica. Je dis, mais quel âge vous avez? Vous étiez pas né. Il me dit, mais on me l'a tellement raconté. Et malgré tout, on se dit, avec ce que l'on a mis à l'aller, on va passer là-bas. On fait un match énorme, on n'a pas eu de chance, mais on les a tellement bougés que là-bas, on va finir le boulot, quoi. Voilà, c'était évident pour nous. Então era barulho ensurdecedor que iria acontecer, porque eu vivi aquilo durante 2 ans antes de chegar à Marseille. On a appris après que les supporters étaient juste un étage en dessous. Il y avait des supporters de Benfica au-dessus. Ils se prenaient des pierres, plein de projectiles. On essayait d'aller sur la pelouse parce qu'on prenait des cailloux. Et les policiers, il ne faut pas oublier que le Portugal, à l'époque, il sortait à peine d'une dictature et ils avaient la matraque lourde, quoi. Donc on se faisait bombarder de cailloux par les supporters et tabasser par les flics. C'était une drôle d'ambiance, quoi. Quand on rentre à l'échauffement, on se prend ça dans la tronche déjà d'entrée. Ça faisait un bruit pas possible et on sentait surtout, ça sentait la poudre, quoi. On sentait qu'il allait se passer un truc. Il faut s'imaginer 120 000 personnes, 120 000 Portugais, parce qu'en plus c'est un peuple de football, quoi. C'est-à-dire c'est chaud, hein. Avec une ambiance hostile. Il faut, enfin, j'ai jamais plus connu ça de ma vie, quoi. Je leur souhaite bon match pour les deux, c'est tout. Que le sport est vainqueur et pas d'autres histoires. Et ça a bien marché jusqu'à 8 minutes de la fin, malheureusement. C'est parti dans l'enfer du stade de la Luz après sa victoire 2-1 à l'aller. L'OM va devoir sortir un gros match et faire abstraction du contexte pour accrocher la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le match est équilibré, mais on a une ou deux occasions où on peut tuer le match, quoi. Parce que en début de match, ils nous craignent. Ils nous craignent après ce qui s'est passé à l'aller, ils nous craignent. Allez, le coup franc de Chris Waddle avec un petit peu de vent. Ce ballon va être rentrant pour aller mettre la pression sur le but de Silvinho, pour aller chercher la tête de Moser, piqué avec Hernani qui récupère le ballon, avec Silvinho qui le sauve du coup des crampons. Il n'est pas rentré, on va pas faire comme au match aller. Francescoli qui temporise, lui redonne le ballon. La spéciale Waddle, le passement de jambe, le ballon récupéré juste derrière. Et Francescoli, la talonnade impeccable avec ce ballon de Germain qui redonne à Waddle. Le centre à venir d'Eric Dimeco. Veloso qui n'a pas de pression, la tête est manquée, la frappe instantanée de Papin et l'arrêt de
Silvino avec l'aide de Veloso. Et c'est vrai que le match s'équilibre en deuxième mi-temps et on tombe dans un match où nous, on est qualifiés, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et eux, une occasion suffit, quoi. Et donc on tombe dans une deuxième mi-temps qui est équilibrée, qui est peut-être un peu tendu, quoi, voilà. Et je le répète, ça sent l'accident. Qui va récupérer le ballon à la lutte avec Didier Deschamps, Moser qui va arriver, le tacle de Moser et le geste de la part de Terre, les 2 pieds décollés du sol. On revoit les images, ça vaut le rouge, ça vaut le rouge. Aldaïr qui garde ce ballon dans les pieds en cloche pour aller mettre la pression sur Castaneda. Moser, les deux se sont mal entendus. Ouh, ça passe pas loin du tout. On s'est retrouvés acculés devant nos cages. En plus, c'était devant nous. On voyait les Portugais vraiment assiéger notre cage et on regardait tous la montre, quoi. Le coup franc pour Benfica avec Valdo pour le frapper, ce ballon dans la surface de réparation avec Castaneda, tranquille. Oh non, pas du tout, ballon relâché, Aldaïr. Nouveau coup franc pour Benfica avec Valdo à la manette, au mur, Ramos avec Tigana, la frappe de la part de Valdo, elle est détournée par Tigana, elle monte ce ballon dans la tête de Magnusson, le poteau qui sauve Castaneda. On voit ce ballon qui est monté très haut, Magnusson, et c'est bien Castaneda qui détourne le ballon sur son poteau. Quand nous, à un moment donné, on n'a pas saisi notre chance, on sentait qu'il allait se passer un truc, quoi. Et plus ça approchait de la fin, et plus on sentait que ça allait se passer contre nous. 83e minute, Veloso qui va écarter avec Pacheco, face à lui Tigana qui va conserver ce ballon et peut-être essayer de récupérer un centre derrière ou un corner. Ce sera un corner pour Benfica. Ça devient totalement intenable, du monde dans la surface de réparation. Ça va bouger, ça va être très très compliqué pour la défense de l'Olympique de Marseille. Ce corner à venir dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Valdo pour le frapper au premier poteau, Magnusson qui détourne et Vata. Oh, le but de Vata. Le but de Vata qui libère le stade de la Louze. Le but de Vata. La main de Vata. Moi je suis au marquage de Vata, je le tiens et là il me passe devant et mon erreur c'est peut-être de le tenir d'ailleurs, parce que pour se débarrasser du marquage, il ses bras comme ça et il a ce réflexe qui, il va mettre la main, le bras tendu comme ça. J'ai souvenir parce qu'il fait comme ça. Pour moi, le stade entier l'a vu, quoi. C'est tellement parce que j'ai ce corner qui part, qui est dévié, tout se passe devant moi, tout est en enfilade devant moi, quoi. On l'a tous vu, on a vu la main se détacher. Et pour ça, sur le coup, on n'a même pas cru un instant qu'il accorde le but. La première chose que je fais, je mets le bras en l'air en regardant l'arbitre, mais je me dis, bon, c'est bon, il n'y a pas but, quoi, ça va, c'est pas la peine. C'est facile de lever la main, ça je sais faire aussi. Quand tu l'as pas vu, c'est tout. Et là, je vois l'arbitre et je comprends qu'il n'a pas vu. Je comprends qu'on peut faire tout ce qu'on veut, c'est fini. Je me souviens d'être résigné assez rapidement, quoi, quand je dis ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de bousculer l'arbitre, de faire le débile, là, c'est mort, quoi. Quand tu vois ça, il te vient une haine. Il y en a un qui l'a vu, c'est peut-être Castaneda, c'est le gardien. Je suis quand même pas loin, je la touche un peu, mais pas suffisamment pour la sortir. Si je me détends un peu plus sur ma gauche, on parle plus de la main de Vata. On n'était que 3 sur le terrain. Il y avait l'arbitre central, il y avait 2 juges de touche, il n'y avait même pas un 4e homme, et il n'y avait certainement pas du VAR. L'arbitre est mal placé parce qu'il est au milieu des 18 mètres alors qu'il aurait dû être derrière la ligne de but. Et là, il l'aurait vu, quoi. Là, je pense qu'il l'aurait vu, Il est placé donc à l'angle de la surface de réparation, Donc sur le côté, il a le corner sur le côté gauche, donc il a le but face à lui et les joueurs. Son placement est conforme aux consignes qui sont données aux arbitres pour ce genre de situation de jeu. Il l'a vu ou pas? Non, je pense qu'il l'a pas vu. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos uns 8 jogadores nessa situação. E o Vata, ele está embutido, ali no meio de todo mundo, e eu tenho a impressão que ele realmente não consegue ver.
Pour moi, il n'a pas vu. Beaucoup ont parlé de escroquerie, tout ce qu'on veut. Moi, je le crois toujours de bonne foi. C'est pas possible. Comment tu peux pas voir? Il y a le juge de ligne, ils sont tous là, tout le monde le voit, sauf eux. Tout le monde le voit, ben l'arbitre il voit rien, il dit rien. Il a dû passer une bonne nuit à l'hôtel avant. Il devait avoir une belle montre, peut-être une belle voiture. C'est obligé. Ça joue dans ta vie, c'est une partie que ça fait mal. Tu l'as pas vu et en plus on te prend pour un corrompu. C'est désagréable comme tout. Hein. Corrompu, je pense pas. Voilà ce que je lui reproche, c'est d'avoir pas su gérer ce moment du match qui était important, de mettre toutes les chances de son côté pour pas se tromper, parce qu'il s'est trompé, hein, toutes les caméras du monde l'ont montré. Les dernières secondes de cette demi-finale retour de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Benfica qui va se qualifier pour sa 7e finale avec le dégagement à venir de Silvinho, le gardien de Benfica, le Stade de la Luz qui explose et le but de Vata, la main de Vata que l'arbitre n'a pas vue ou qu'il n'a pas voulu voir. Terrible désillusion pour l'OM. Dans le vestiaire, c'est l'apocalypse. Quand on prend un but de la main en demi-finale de Coupe d'Europe, dans les dernières minutes, dans un match qu'on maîtrisait, et dans une double confrontation qu'on maîtrisait, on s'est dit on s'est fait voler. On parle de suite, les dirigeants de recours. Le but n'est pas valable. On porte réclamation. On parle plus de la réclamation que du... En fait, on ne sait pas si on est éliminé ou si le match va être à rejouer, on ne sait pas. J'ai dit aux joueurs, c'est nous qui avons perdu ce soir. Parce qu'on n'a pas su créer le même climat à Marseille, avec des arbitres qu'on reçoit gentiment, avec les équipes adverses. Je vous en prie, vous voulez une tasse de thé? Non, mais j'en ferai rien. Et puis, il sait que ça se passe bien, etc. Et puis là, où il y a une guerre des nerfs épouvantable, on n'a pas pu les voir. Pas le droit de les voir, c'était tout bouclé. Bon. Donc, on a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Tapi a résumé ce que tout le monde pensait. On n'est pas encore invité au banquet des grands de ce monde. Il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, j'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça se reproduira plus jamais. Certains ont voulu entendre ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais qui n'est pas la réalité à ce moment-là. Nous, on est un petit d'Europe, Benfica, c'est un grand d'Europe. On n'est pas arbitré comme les autres. Voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours pas avalé ça. J'ai une haine incroyable parce que je suis sûr que la Coupe d'Europe elle était pour nous cette année-là. Les occasions comme ça le sont uniques dans une vie. Cette main de Vata a cassé notre rêve à tous. Ça a pris aussi une tournure politique parce qu'à l'époque, Bernard Tapie était un homme public très connu et était en train de devenir un homme politique. Il avait beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, notamment Michel Rocard. Et on a parlé football à l'Assemblée nationale. Michel Rocard s'est ému de l'élimination de Marseille en Coupe d'Europe face aux Portugais du Benfica sur un but litigieux marqué de la main. Le Premier ministre a écrit à Bernard Tapie pour lui exprimer son soutien. Il propose notamment de se servir des caméras de télévision pour aider les arbitres et éviter ainsi de nouvelles injustices. Il a interpellé le gouvernement belge, c'était presque la guerre entre la France et la Belgique. Il m'a écrit personnellement, j'ai pas répondu. Hein. C'est pas eux la victime, hein. C'est l'homme en noir qui était le méchant, hein. C'était pas eux. Hein. Vous m'avez dit que vous aviez reçu des menaces de mort. Oui, ça bien, pas de téléphone. Quand je te vois, je te donne une balle et tout ça. J'étais quand même un peu inquiet parce que bon... Mais après, tu dis, flûte, hein, on verra bien. Pour moi, c'était assez, ça suffit. Je sais que j'ai rien fait. Je sais voir tout le monde droit dans les yeux. Et j'ai ma fierté. Je ne me cache pas. On a tous souffert à notre niveau, hein. Donc lui, c'est normal, hein. Moi, ça ne me dérange pas.
AC Milan. Olympique de Marseille. Quand on a tiré le double champion d'Europe en titre, je dirais qu'il fallait qu'on passe la main, quoi. Il fallait que ce soit nous après. L'AC Milan, dans les années 90, c'est le club qui domine l'Europe. Le Real de la période Ronaldo, Zidane, quoi. Les journalistes savaient qu'on allait... c'est-à-dire les trois Hollandais, Rijkaard, Gullit et Van Basten. C'est une machine de guerre et c'est surtout un jeu particulier avec une équipe qui joue très haut. Avec la patte d'Arrigo Sacchi, c'est-à-dire ce football à la fois spectaculaire et très solide sur le plan défensif, avec cette technique du hors-jeu, pilotée par Franco Baresi. C'était ce pressing, cette organisation, c'était en avance, quoi. C'est une équipe qui a révolutionné, entre guillemets, le foot à ce moment-là. On sait très bien quand on commence à vouloir aller très haut en Coupe d'Europe que d'abord c'est la référence et qu'un jour ou l'autre on va être obligé de passer au révélateur, quoi, c'est-à-dire de les rencontrer. Donc nous on est programmés pour ça depuis déjà un petit moment. L'heure de vérité. Est-ce qu'on est capable de passer ce cap-là ou est-ce qu'on va toujours rester les magnifiques perdants, les magnifiques outsiders? Berlusconi en Italie et ce que est Bernard Tapie en France, c'est-à-dire un homme d'affaires très charismatique, très médiatique, qui devient le modèle pour Bernard Tapie, j'en suis sûr, à atteindre, quoi, que ce soit sur le terrain, mais en dehors du terrain. Voilà, donc il y a une admiration des deux, l'un pour l'autre, mais il y a aussi une grande rivalité, c'est-à-dire que pour nous, taper le Milan AC, c'est Bernard Tapie qui tape Berlusconi, quoi. Goethals, il ne pensait qu'à ça. Parce que la plupart des équipes à l'époque qui jouaient contre Milan avaient peur, ce qui était normal, parce qu'ils avaient une équipe quand même assez extraordinaire, et reculaient. Et lui, il a dit non, on va avancer. Et je me retrouve dans son bureau avec lui pour discuter. Et il me dit, mais alors, très simplement, il me dit, dans 3 mois, on sera prêt et on jouera mieux que le pressing. Alors, sur le coup, ça m'a fait tousser. Et je me suis dit, par contre, il y a du boulot. Parce que je pense qu'on n'était pas prêt du tout à jouer comme ça. Et pendant 3 mois, on a bossé tous les jours. On a bossé ce satané pressing. On a mijoté ce match-là pendant 3 mois, quoi. Et je ne vais pas dire qu'on n'en dormait plus la nuit, mais on allait avoir notre cadeau, c'est-à-dire les rencontrer. Ouais. La veille, on ne dormait pas. On n'arrêtait pas de faire les cons. Moi, le premier, à 2 h du matin, je me revois faire le fantôme dans l'hôtel où on était, aller emmerder les uns et les autres. On n'avait pas envie de dormir. On attendait ce match. On avait tout ce trajet en bus pour aller à San Siro, qui c'est que de l'autoroute. 10 minutes avant d'arriver à San Siro, dans Milan, on a chanté nos hymnes nationaux, chacun de notre côté, au fond du bus. Donc Chris a chanté God Save the Queen. Carlos, celui du Brésil. Et nous, avec les autres, on a chanté la Marseillaise. Quand tu rentres dans ce stade où, moi, dans les buts, j'ai le public au-dessus, tu n'as qu'une envie, c'est que ça dure des heures et des heures. Bah, déjà, on est dans le couloir quand tu es à San Siro. Tu te retrouves dans le couloir, tu regardes les Hollandais, tu avais l'impression qu'ils faisaient 20 cm ou 30 cm de plus que toi, quoi. Et les mecs, ces mecs-là, ils font moins 90. C'est avec les trampons, parce qu'à l'époque, on mettait des 20, des 18, voire des plus, là. Donc les mecs... Tu voyais, t'es ouf. Aujourd'hui, ça va être dur, quoi. C'est vrai, déjà, c'est un peu impressionnant, quoi. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans un tunnel à regarder un mec pas comme j'aurais dû le regarder, quoi. Pas avec admiration, mais avec presque en me disant putain, waouh, le mec c'est un monstre.
se dit dans le vestiaire qu'il ne faut surtout pas qu'on prenne un but dans les 15 premières minutes. On s'est retrouvé du coup en début de match, dans un stade en feu et avec une équipe qui nous a fait le pressing d'entrée. Le quart d'heure de jeu à San Siro, toujours 0-0, long ballon de Tassotti pour aller chercher Gullit, la tête défensive de Dimeco, Casoni, ou le tacle de Rijkaard, récupération de balle, Tassotti, Gullit, ça va très vite avec la défense olympique de Marseille, Dimeco qui redonne le ballon derrière lui, Moser, ballon dégagé sur Gullit, Moser avec Casoni, la boulette, ça va profiter à Gullit, Moi je voulais la donner à Pascal, parce qu'on pouvait encore jouer avec le gardien, et lui il a voulu la relancer devant, quoi. Puis avec le brouillon, c'est pas entendu. Donc le ballon il est resté, Gullit il a pris, il a marqué. C'est même pas une erreur. C'en est une grosse. Je me dis, oulala, qu'est-ce que je fais, quoi. Il est passé pendant 30 secondes, j'avais envie de mettre la tête dans le sol et de me cacher, quoi. Un épisode qui aurait pu nous tuer moralement et où on aurait dû prendre une dérouillée. Il en est sorti un truc voilà, parce que j'ai souvenir de Bernard Pardo qui prend le ballon, qui le met dans le rond central et qui dit bon les gars, voilà, ce soir il n'y a plus d'arrangement, on leur monte dessus sinon on est mort, quoi. Et là, sur le terrain, avant que le coach ne dise quoi que ce soit, on décide nous, de faire le pressing qu'on a fait depuis 3 mois. Là, on leur montre à ces Italiens qui on est. Germain qui récupère le ballon avec Eric Dimeco sur le côté face à Rijkaard, le tacle impeccable de la part d'Eric Dimeco qui se remet dans le sens de la marche, ballon en retrait pour Germain, l'appel de Waddle dans le dos des défenseurs, Waddle qui a fait la différence, la frappe de Waddle, l'arrêt de Pasagli, il est sur la trajectoire du ballon. Abedi qui fait le tourniquet au milieu de terrain, là, je sais pas, il y avait Ancelotti au milieu, ça je m'en souviens bien, qui avait souffert le martyre ce soir-là. Qui va trouver Chris dans l'axe, il fait un petit crochet pour se décaler, et là il trouve dans le dos de Baresi, de Maldini. Quand il y a ce décalage sur lui, tout le monde a retenu son souffle, quoi. Je dis, ça y est, on a fait le plus dur, on est revenu, quoi, déjà. Voilà, ça te maintient dans le match, c'est important. Ça t'empêche de gamberger, de culpabiliser aussi. De revenir devant eux 10 minutes après, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui pouvaient le faire. Mais Chris, il est stratosphérique ce soir-là. Il leur fait énormément de mal, quoi. Les deux avec Abedi, Jean-Pierre aussi, parce qu'il est buteur. Mais dans le jeu, dans la technique et dans surtout les dribbles, parce que c'était leur spécialité, ils ont fait des misères à une équipe qui, normalement, défensivement, maîtrisait son sujet, quoi. Et à la mi-temps, je me souviens toute ma vie, à la mi-temps, il dit bon, maintenant les gars, vous allez jouer comme on a fait à l'entraînement. Et là, on lui dit, mais coach, ça fait 30 minutes qu'on est déjà. J'ai souvenir qu'on leur fait mal, qu'on les fait reculer. Parce qu'on ne les sentait pas si forts que ça. Même il y a Abedi qui aurait pu marquer aussi avec un tir sur le poteau, je crois. Coup franc pour l'Olympique de Marseille avec Chris Waddle, dégagé par le mur. Cette balle est difficile à récupérer avec Rijkaard qui va tacler, le ballon récupéré par les Marseillais. Dimeco tranquillement pour Casoni par-dessus. Casoni qui va chercher Pelé à la lutte avec Ali. Pelé qui tacle, le ballon qui roule, le poteau qui sauve Pasagli, tout heureux de récupérer ce ballon dans les gants. L'OM à quelques centimètres de l'exploit
exploit ici à San Siro. Quel match des Marseillais! Quel match des Marseillais! Ah, ce tacle, je me souviens, puisque le ballon part, il part sur le côté gauche, on pense qu'il est en retard, et avec ses grands compas, Carlos, il arrive et bon. C'est pas qu'on est impressionné, c'est qu'après on a l'habitude qu'il fasse des choses comme ça. Dans l'engagement, c'est ce que j'ai vu de plus fort et de plus impressionnant, quoi. Et je l'ai vu ouvrir des mecs, quoi. Ouais, parce que ouais, il était dur, il était méchant. Et puis alors, c'était un amour dans la vie, quoi. C'est souvent ça en plus. Là, dans la défense centrale, on a trois monstres. Entre lui, Basile et Caso. Hein. Et trois bouchers charcutiers, ouais, on va le dire comme ça. Et Carlos, c'est quand même c'est le chef, quoi. Tu sais, quand tu es derrière, que tu vois ça, c'est rassurant et tu sais que tu peux partir à la guerre. On avait peur de rien, quoi. Ça, à ce niveau-là, on avait peur de rien et on faisait peur. Ça, on savait qu'on faisait peur, en plus on en jouait. On craignait personne, en fait. Tout était possible, en fait. Et tout a été possible sur le terrain. C'est fini ici à San Siro, un but partout. Papin a répondu à Gullit, un match nul qui ressemble à une victoire face à la meilleure équipe du monde. Bravo l'OM. J'ai souvenir de San Siro qui nous applaudit. Et on sort de ce match-là gonflé comme jamais. Ce match-là, on l'a pas joué comme les autres. On a été très fort, en fait. Mais fort en tant que groupe. En tant qu'équipe. Ben, c'est le moment qu'on attendait depuis des années, qui arrive et qu'on maîtrise au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. Là, on se dit, voilà, on est dans la course, on est dans la cour des grands. Tu rentres dans cet ancien vélodrome, ils te poussent des ailes au cul, tu étais à deux doigts de t'envoler. Quelle ambiance, putain. Le match retour il était peut-être plus difficile que le match aller, parce qu'il y avait une grosse attente. Ce match-là, c'est le combat de nos supporters. Il y avait une chape de plomb, vraiment une grosse pression. Donc, ça, on l'a ressenti. Nous, on se disait qu'à Marseille, il pouvait rien nous arriver. C'est que s'il fallait faire 0-0, on allait faire 0-0. Si on devait les battre, on les battrait. Mais à aucun moment, on a pensé qu'on pouvait perdre ce match, quoi. Aucun moment, jamais. On est méfiant et donc on ne se livre pas trop. Contrairement au match aller et une équipe du Milan AC qui sait qu'elle a un but à marquer, mais qui elle aussi sait que devant on a du lourd qui leur fait mal. Et donc ça donne un match fermé, pas très beau et tout. Les gens ne me parlent que de cet arrêt. Là, si je ne mets pas le coup de rein, grâce au coup de rein, main opposée, je suis court. Il est dedans. Tu dois aider, tu dois être là, et c'est ce qui fait les grands gardiens. Bon, je vais dire que j'étais un grand. Ça va emmerder quelques-uns, mais ça fait plaisir. C'est Amoros, c'est Waddle maintenant, puisqu'il est dans le dos par Maldini. Il avait pris un coup derrière la tête avec Maldini. Des fois, on sent quand le mec il prend un coup, il fait le cinéma pour gagner du temps. Et là, on le voit se lever. Donc il était un peu... il n'était pas à 100%. D'ailleurs, on ne savait pas s'il allait rester ou pas.
Il y avait toujours une démarche un peu particulière, donc je ne savais jamais s'il était fatigué ou s'il avait pris un coup ou s'il était normal. Et on sait qu'il ne va pas, quoi. Il se rappelait plus de tout, quoi. Déjà, quand il savait où il était très fort. Mais là, il ne savait plus où il était encore plus fort. C'est pas parce que Gullit a le ballon qu'il faut reculer. Au contraire, tu vas le chercher. Mon travail, c'était d'aller le chercher, je suis allé le chercher. Là, il n'y a pas de question à se poser. En fait, ça se joue là-dessus, hein. Le haut niveau, ça se joue là-dessus. J'ai senti que c'était un tremblement de terre. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Dans ce stade, j'ai l'impression de tout bouger. Et elle part tendue, mais à terre, quoi. Il a mis à 2 cm du poteau. Ça suffit, hein. Il reprend comme elle tombe, croisé. L'autre, il fait 2 mètres. Grand comme il est. Tu vois, on dit les grands. Mais ce ballon, même lui, il n'en revient pas. J'imagine pas du tout qu'il puisse le faire s'il est lucide. Incroyable parce que le pied droit, il s'en servait jamais. Jamais. Peut-être qu'il aurait contrôlé, cherché à dribbler ou quoi, là. C'est venu instinctivement. Hein. Et puis il n'en revient pas, parce qu'il ne sait même pas qu'il a marqué. Tu le revois partir. Peut-être que s'il est lucide, peut-être qu'il n'attente pas, on ne sait pas. Mais c'est comme ça, c'est des petits détails qui font la différence. On peut dire que le coup de tête de Maldini qui lui fait mal nous qualifie, ouais, finalement. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, merci Maldini. Mais ayant marqué le but, tu dis, il peut rien t'arriver, quoi. Après, il fallait tenir encore le résultat. Hein. Mais tu savais qu'il se passait quelque chose, on se sentait costaud, quoi. Il y a des moments comme ça, tu te sens costaud. Ça c'est un piège qu'on ne pensait pas. L'arbitre, à un moment donné, il siffle. Tout le monde envahit le terrain, mais ce n'était pas la fin du match. Et là, ça repart, et là, ça revient. Non, mais c'était peu. Et les Italiens, envahissement. Bah. Non, je suis pas sûr. Il faut qu'on rate sans se tromper. Non, c'est pas fini. Waddle, alors qu'il y a Waddle avec Papa qui est à droite. Waddle encore, Waddle qui continue tout seul. Il va y aller, il va marquer. Oh là là, penalty, non. Pas penalty contre Waddle qui a fait un slalom extraordinaire et qui a échoué encore devant le but de Rossi. Il avait plus d'essence, je crois. Non, mais elle aurait pu être à l'apothéose. Hein. Ah, s'il marque là, c'est l'explosion. Voilà, il y a un côté qui est un peu moyen éclairé, mais le jeu peut jouer. Hein. Nous, sur le terrain, on y voit. Eux aussi, ils voient. L'arbitre décidait que les conditions ne sont pas réunies pour la fin de la rencontre. L'arbitre, lui, donc, voit qu'il y a ce pylône, donc il arrête le match. Le Milan a voulu quitter le stade. Et là, on comprend qu'ils sautent sur l'occasion pour essayer d'embrouiller, quoi, voilà. Je pense qu'ils ont perdu pied. Hein. Ah, tu sais, quand tu es habitué à gagner, à tout gagner, et que tu te retrouves en difficulté, donc tu cherches tous les moyens pour y rester. Et Milan AC va choisir de quitter le terrain. Ils ont eu une peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Ils ne pouvaient pas gagner. D'excès et impuissant. C'est les deux mots qui conviennent bien. Oui, le corse et l'italien, c'est un peu la même langue. Et ils se foutaient de leur gueule aux Milanais quand ils attendaient devant la trappe et ils leur disaient vous allez rentraver les valises. Les vrais Italiens, c'est ça. Tu bisques tellement que tu sais pas rendre. Bon, moi j'aurais fait pareil. Et je suis à deux doigts de dire que c'est de bonne guerre, qu'on aurait fait pareil, que tout le monde aurait fait pareil. C'est-à-dire que quand tu es le grand d'Europe qui se fait bouger,
et qu'il y a une faille à un moment donné, tu essaies de te faufiler, quoi. Et eux, ils ont essayé de se faufiler dans cette faille-là. On pensait bien que le pylône allait se remettre à fonctionner, donc c'était qu'une question de temps. Et il y a Jean-Pierre Bernès qui est sur le banc et Bernard, le boss qui est dans la tribune, qui nous dit vous restez sur le terrain, vous bougez pas. Je pense qu'on a été très bons aussi, nous, les joueurs, parce qu'on les a empêchés de sortir. C'est-à-dire que moi, tu te rappelles, t'avais une trappe, il fallait que tu passes en dessous, et on était avec les gars de la sécurité qui étaient avec nous, et on disait surtout, vous n'ouvrez pas la trappe. Oh putain, que là, l'autre, il voulait qu'on rejoue ce match, c'était fou. Alors que Galliani faisait des grands gestes mais il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir. Parce que je pense que s'ils sortent, peut-être ça ne passe pas de la même manière. 2 ans auparavant, où ils vont jouer à Belgrade, et ils font pareil, ils font 1 partout à la maison. Ils vont jouer à Belgrade, ils sont menés 1-0. Le brouillard interrompt le match, donc ils sont éliminés. L'arbitre arrête le match, il le rejoue le lendemain et il se qualifie. En fait, ils l'ont fait pensant que c'était l'histoire qui se recommençait et qu'ils allaient se qualifier le lendemain. On a la chance d'avoir un arbitre de très haut niveau qui prend les infos au niveau du délégué, regarde la situation, analyse, et le mec, il voit qu'on peut jouer, quoi. Et il dit, bon, ben, on reprend, les Milanais ne veulent pas revenir sur le terrain, et nous, on est là, en place, chacun à son poste, et l'arbitre qui nous dit d'engager le jeu et qui siffle la fin du match. Moi, je me rappelle monter sur les pieds de Ross, tellement qu'il était grand, tu vois, pour dire, oh, là, tu es chez nous, là, tu perds. Ah, que c'était beau, que c'était beau. Il y a un suspense insoutenable, il y a un but extraordinaire de Waddle, il y a le stade qui explose, il y a ce pylône qui s'éteint, les joueurs milanais qui veulent sortir. C'était comme dans un film, quoi. On aurait dit un scénario à la Hitchcock. Il est clair qu'il y a un avant et un après Milan, quoi. Et là, je pense qu'on a passé une marche supplémentaire. Le fait de gagner le Milan, ça a boosté tout le monde. C'est Marseille en feu, mais c'est pas encore Marseille en fête. Là, on se dit, bon, c'est bon, elle est pour nous, quoi. On va au bout maintenant. Personne pourra nous résister, c'est pas possible, quoi. Le tapis avait toujours dit, on vous oubliera jamais. Quand tu gagnes ces matchs, tu marques l'histoire. Bon, et là, il avait raison. En fait, Charles Bietri, à l'époque patron de Canal+, me dit « Didier, il faut que tu fasses un reportage béton ». Et j'avais vu Danse avec les loups peu de temps auparavant. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien d'amener un loup pour faire quelque chose d'un petit peu différent, de poétique, un petit conte, etc. C'est si bon d'être un enfant. Mais à un moment, il faut bien grandir. Donc, première chose, avoir l'accord de l'OM pour leur expliquer, il y a un vrai loup que je veux faire balader au milieu des joueurs après un entraînement. Et là, je sais que si je passe par tapis, ça sera non. Donc, je me dis, je vais passer par Jean-Pierre Bernès, que je connaissais bien. Et en y mettant les formes, j'explique, tu comprends, on va faire comme ci, comme ça. Je dis non, mais c'est un loup,
Eh ben, évidemment, je ne prenais pas un loup au fin fond des Carpates. Je prends un loup qui est habitué à faire des publicités, qui a des maîtres, et voilà, qui n'est pas complètement fou, quoi, normalement. Je dis bien normalement. Et il y a deux choses où on va frôler la catastrophe. La première, c'est que je le fais faire un face-à-face avec Papin. Et lui, Jacques-Pierre, il ne pouvait pas s'empêcher de vouloir toucher ce loup. Donc depuis qu'on était arrivé, on s'était mis en tenue. Et voilà, donc il nous parlait que de ce loup, il fallait qu'il touche ce loup, il fallait que voilà. Et donc on n'avait qu'une peur, c'était que Jacques-Pierre fasse un truc qu'il ne fallait pas faire pendant le tournage, quoi, voilà. Et Papin est à genoux avec lui, le loup va vers lui, et Papin, c'est plus fort que lui, il veut le caresser. Et l'autre, poum! Et heureusement, Papin, qui est vif, enlève la main. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les chiens. Et quelque part, je me disais que c'était quand même un loup apprivoisé, qu'il ne fallait pas en avoir peur, que si tu lui montrais que tu avais confiance, voilà, ça pouvait bien se passer. Et ça s'est très bien passé. La deuxième, où là, on est passé près de la correctionnelle. J'explique à tous les joueurs, alors ils étaient terrorisés. Abedi Pelé était dans toutes ses étapes. Basile était bon. Papin et Olmeta étaient excités. En fait, j'ai pas peur des animaux, donc moi j'étais plutôt content qu'autre chose. C'était comme un gamin, j'étais content de pouvoir faire des images avec un loup. Et je dis bien à tous les joueurs, je dis, le loup, en plus ça sent le fauve là, après l'entraînement, là, vos sacs, tout ça et tout, il va renifler des choses, il va s'arrêter et tout. Vous faites comme si de rien n'était. Pas de mouvement brusque, vous vous êtes assis, il y avait le dresseur du loup qui était venu nous briefer avant, bon, pas de quoi avoir peur, pas de mouvement brusque, il va faire son truc, il va ressortir, vous inquiétez pas, on maîtrise. Si vous bougez pas, il n'y aura pas de problème. Si vous faites un mouvement brusque, ça va lui faire peur et il peut prendre. Ça reste un loup, parce qu'un loup, ça reste quand même un animal sauvage et même s'il est dressé, on ne sait pas, dans sa tête, à un moment... Ça nous faisait rire, en fait. Tu sais qu'on était... On était qualifiés, donc si tu veux, il n'y a rien d'autre qui comptait. Que ce soit un loup, un éléphant, un rhinocéros, ça aurait été pareil. Le loup arrive, pif, 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 pif. Et à un moment, il s'arrête, il voit Moser, et il monte sur les cuisses de Moser, et il le lèche là, il le léchouille. Et alors là, parce que Moser, heureusement, on tombe sur Moser, qui est un dur à cuire, qui a peur de rien. On n'en a pas trop discuté après, je pense qu'il n'était pas très à l'aise, même si tu as un dur à cuire, s'il y a un loup qui te renifle là, ben, il te dit, ça serait bien qu'il s'en aille maintenant et qu'il ouvre pas sa gueule. J'ai imaginé le pire, parce que s'il le prend là, qu'il peut pas jouer, ben, je me fais lyncher par les pires. Enfin, il faut plus que j'aille dans le sud pendant quelques décennies et tout ça. Et donc, il fait le truc, mais comme Moser ne bouge pas, il va, il continue, et il s'en va. C'était fou. Ce reportage, il était fou. Voilà l'histoire du loup. Enfin, c'est compliqué. Et tu as des sueurs froides, mais tout c'est bien. L'OM élimine l'AC Milan. Et à partir de là, l'OM va gagner la Coupe d'Europe. Voilà, c'est réglé. C'est réglé pour Tapi, c'est réglé pour les joueurs, c'est réglé pour les Marseillais. Et cette finale, on devait la gagner. Tout le monde le dit, c'est 91, tu devais gagner, pas 93. Le fait que ce soit l'Étoile Rouge, peut-être ça nous a déconcerté un petit peu. Et peut-être même qu'après le match contre Milan, on s'est senti champion d'Europe, je sais pas. Et évidemment, si tu élimines Milan, tu élimines la plus grosse équipe au monde, l'Étoile Rouge de Belgrade. À la limite, si ça avait été le Bayern, parce que le Bayern c'est le Bayern, et l'Étoile Rouge a éliminé le Bayern en demi-finale, peut-être qu'ils auraient été un peu plus... Je dis pas qu'ils étaient déconcentrés, mais un peu plus sur le qui-vive. Il y a eu plus d'1 mois entre la qualification et la finale. Et pendant ce mois-là, l'OM non seulement est allé conquérir un autre titre de champion, mais a joué plusieurs matchs au couteau en Coupe de France. Tout ça a usé les organismes. Je pense que si la finale se joue 15 jours après la demi-finale,
l'OM était sur une lancée vraiment irrésistible et qu'ils auraient gagné. Tapie avait opté pour une préparation avec une équipe renfermée sur elle-même, dans un blocos et tout ça. Il les a isolés du monde. Et ça a mis aussi une chape de plomb quelque part aux joueurs qui avaient cette force aussi dans une sorte d'insouciance. Il y a eu beaucoup de pression, je pense, qui nous a un peu bouffé l'influx nerveux. On pensait que ce match, ça allait être le plus facile, en fait. Ah, c'est dans l'approche. Hein. Mon Dieu, on leur dit, on joue pas le match. Je me souviens très bien, sur un hôtel sur la Corniche, je discutais avec papa. Et je dis, ça va, putain, bon, tout va bien, truc. Alors, la finale, hein. Il me dit, la finale. Je me vois déjà, Didier, en train de la brandir, cette coupe. Et je lui disais, bon, faut quand même la jouer, quoi. Il me dit, tu rigoles. Ouais, là, ils étaient trop sur un nuage. L'Étoile Rouge, elle n'était pas trop connue à cette époque-là. Hein. Quand je veux dire, c'était un grand club, l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y avait quand même du monde à l'Étoile Rouge. Hein. Seulement, on ne le savait pas trop, parce que tous ces joueurs de l'Étoile Rouge, ils ont fait carrière surtout après. Ça y est, on connaît les compos. Énorme surprise au milieu de terrain pour l'OM. Laurent Fournier, préféré à Tigana ou à Pixi Stojkovic. Je pense que l'équipe a été mal faite. Raymond, lui, voulait son 11 type, l'équipe qui avait fait toute la campagne. Il voulait ses 3 devant, il voulait ses 5 derrière, il voulait ses 2 milieux récupérateurs. Et là-dedans, Dragan ne rentrait pas dans ses plans. Il y a un sentiment bizarre. Déjà, on ne comprend pas pourquoi il ne fait pas jouer Stojkovic. On ne sait pas pourquoi il ne fait pas jouer Tigana. Et je pense que si Bernard avait dû faire l'équipe, lui, en occultant tout ce qu'on avait fait avant, il aurait mis Pixi, bien sûr. Il aurait mis obligatoirement. En face, ils avaient une peur bleue de Dragan, quoi. C'est-à-dire que de le mettre sur le terrain, déjà, c'était gagner 50% du match. Sincèrement, quand on est rentré sur le terrain, on pensait qu'on allait passer au-dessus de cette équipe de Belgrade, peu importe l'équipe qui était présente au départ. Fait de jeu, c'est pas comme d'habitude. Jean-Pierre, il a une occasion, il la met pas. Quand on sait l'adresse de Jean-Pierre et une frappe sans adversité. Là, je suis sur le côté gauche avec mon pied droit. J'en ai pas mis beaucoup de ce côté-là. Il y a des signes, il y a des petits trucs comme ça qui font que voilà, ça rentre aussi un peu dans la légende aussi. On y allait tout droit, presque sans réaction, quoi. C'est ça qui fait dire que ce match-là, on le perd avant parce qu'on ne fait pas un grand match, on ne fait pas en tout cas le match qu'on était capable de faire. Le fait que, je pense, l'Étoile Rouge refuse de jouer, ça nous a perturbés, en fait. Et à un moment donné, mentalement, on s'étiole alors qu'on était fort. Plus assez méchant, plus assez malin. Et là, tu sens que tu as 2 occasions qui sont franches, que des trucs qui ne se manquent pas, que ces mecs-là ne manquent jamais. D'habitude, avec une demi-occasion marquée, ça passe toujours à côté. Eux, ils n'en ont aucune. 0. Ils en ont 0. Toi, tu es derrière, tu vois ça, tu dis aïe, aïe, aïe. Bon, nous, il faut pas qu'on fasse d'erreur pour pas en prendre un, parce que tu sens que tu ne peux pas en prendre un. À choisir, j'aurais même préféré prendre un contre.
En fait, il n'y a pas eu de match. Ça a été un non-match. C'est-à-dire que les Étoiles Rouges, ils ont gardé le ballon quand ils le pouvaient. Et ils attendaient ça, ils ont joué le 0-0, ça a marché. Et après, petit à petit, tu sens que les buts, tu les mets pas quand il faut, tu sens que t'en face, ça prend confiance et que tu y vas tout droit. Voilà. Et donc, ce qui devait arriver, arriva. Avec le recul, tu diras, ça on n'a pas fait, ça on n'a pas fait, ça on aurait dû, le coach aurait dû changer quelque chose. Pixie leur faisait peur aussi, énormément, puisque c'est leur capitaine emblématique depuis des années. Et on l'a vu quand Stojkovic est rentré pendant la prolongation, ils ont été tétanisés de peur. S'il était rentré avant, je pense qu'on l'aurait gagné. Et à la limite, même si tu le mets pas, tu dois le faire rentrer avant. Au pire, tu dois le faire rentrer avant. Tu dis pas avant un match, attention, il faut pas aller au pénalty parce que les mecs sont plus forts que nous au pénalty. C'est déjà se mettre en position de dominer. Voilà, puis ça peut peut-être te faire des conneries pendant le match pour pas aller au pénalty. Tu sais combien de séances de tir au but l'OM a disputé cette saison-là avant la finale? Je crois qu'on n'en a pas fait. Non, c'est ça, oui. Ah ouais, nous, on n'était pas habitués par contre. Hein. Je me demande même, oui, on a dû travailler ça avant le match, mais comment? Je l'entends encore dire, bon les gars, allez, séance de tir au but. Nous, allez, basta, de toute façon, coach, on va gagner. On va gagner, il n'y a pas besoin. Donc on savait qui était numéro 1, 2, 3, 4, 5, même si on pensait sincèrement qu'on n'irait pas. Tu es tout seul, hein. Tu es face à toi-même et après face à un gardien. Parce que tu es face à toi-même au départ. Hein. Qui ne tire pas de pénalty, qui ne loupe pas. Hein. Malheureusement, la connerie l'a faite au moment où il ne fallait pas. C'était en finale. Mais, tu as manqué. C'est pas grave, papa. Et moi, quand Amoros a manqué le sien, je suis sorti du stade, je savais qu'on avait perdu. Manu, il les a toujours tirés à sa droite. En Coupe du Monde, partout, il a toujours tiré son pénalty à sa droite. La veille du match, on en a tiré, il les a toujours tirés à sa droite. Là, le jour du match, il change de côté. Je lui dis, Manu, pourquoi tu as changé de côté? Il me dit, je sais pas. Il y a des trucs qu'on ne sait pas, il y a des réactions que tu ne sais pas. Ça fait rien, il a raté le sien, mais c'est moi qui n'en ai pas arrêté. Il fallait que Pascal Olmeta en arrête au moins un ou deux. Il n'a pas fait, cet imbécile. C'est toi qui dois en arrêter, comme certains gardiens qui t'en arrêtent 2 ou 3. Les gens m'en veulent plus à moi que parce que je manquais le pénalty que lui n'a pas arrêté. Je pense que sur une finale comme ça, si tu dois changer quelque chose, il faut changer le gardien. Nous, on savait que Pascal, sur les tirs au but, c'était pas sa grande spécialité. Et Alain, moi, pour avoir fait des années de tirs au but avec lui, il avait un truc où il bougeait tout le temps, chose que Pascal ne faisait pas. Mais après, c'est une décision de coach. Je pense qu'il faut parler avec ces deux gardiens. Mais peut-être que si Pascal y sort, c'est pas la même. J'avais l'impression qu'elle était à toi, la finale. Et en fait, tu es passé à côté. La suite a été dure. Hein. On traînait au métro Vieux-Port. On est descendu, je m'en rappellerai toujours. Les rues vides. Les camions de police et de l'armée sur la Canebière. Un Mistral, les papiers qui volaient. Personne. La fin du monde. Et arrivé à Marseille, je me suis caché. Parce que je n'en avais pas arrêté. On gamberge parce qu'on se dit merde, putain, rater le penalty, finale de Coupe d'Europe, ça aurait été la première, ça aurait été magnifique.
Ou alors je te dis pas l'ambiance le lendemain dans la ville. C'était très tendu. Il n'y a jamais eu de rancune tenace contre cette équipe parce qu'on avait raté la finale. On a déçu les gens aussi, hein. Ils étaient venus avec beaucoup d'espoir, beaucoup de certitude aussi, les supporters, et on les a déçus, mais les premiers déçus sont nous. Hein. On ne peut pas reprocher aux joueurs d'avoir été trop décontractés, d'après que c'était joué d'avance, puisque les supporters en étaient pareils. On s'est dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a manqué? Donc tu te poses plein de questions. Pourquoi? Putain, j'aurais eu ma statue sur la Canebière avec la bonne mère. Mais non. Ah oui, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Voilà, c'est un peu... C'est pas le tournant de la carrière, mais c'est ceux qui te marquent le plus, tu vois. Mais bon, ça fait partie du football, mais c'est amer. Voilà, le premier épisode d'OM Folie Européenne est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Il sera question évidemment de la finale et du succès historique en 1993. Ciao, bonne semaine à tous.